Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous sommes de retour chez les autochtones Paiwan, dans la région méridionale de Pingtung, comme vous pouvez l'entendre sur cet air de flûte interprété par Sakuliu Mananikai. Pour cette troisième partie du reportage sur les maisons en pierre d'ardoise, nous retournons dans le village de Davalan, dans la montagne Tamumushan. L'ethnie autochtone Paiwan s'est installée dans ce village il y a environ 300 ans. Une petite précision, tous les Paiwan ne vivent pas dans la montagne. Une partie vit près des côtes et leurs modes constructifs sont différents. En effet, les maisons en pierre sèche sont plutôt adaptées aux zones montagneuses, zones où l'on trouve de l'ardoise en abondance. La semaine dernière, à travers l'interview de l'artiste Sakuliu Pavavarong, nous avons notamment appris que traditionnellement, les Paiwan des montagnes avaient en général une maison en pierre à l'intérieur du village, appelée Umak, et une maison en pierre dans les champs ou les plantations, appelée Galaumak. Elles sont construites avec deux types de pierres, des pierres de grande taille, dures, de couleur foncée, utilisées pour la toiture et le sol, ce sont les pierres dites mâles, et des pierres plus petites et de couleur plus claire pour les murs, ce sont les pierres dites femelles. Ces maisons étaient en pierre sèche, c'est-à-dire construites sans mortier ni clous. Cela a l'air très facile d'empiler des pierres pour construire des murs, mais en réalité, et surtout à Taïwan, où il y a souvent des tremblements de terre, cela demandait des savoir-faire très précis qui étaient transmis de génération en génération, notamment à travers l'entraide, car les villageois s'entraidaient pour construire et réparer leurs maisons. Contrairement à la tradition chinoise du feng shui, qui préconise une certaine orientation pour construire les maisons, les Paiwan ne pouvaient pas vraiment choisir l'orientation de leur maison en pierre. Le village était construit à flanc de montagne, et c'est le sens de la pente qui déterminait l'orientation des rues et donc des maisons. Ces maisons étaient de plein pied, avec des murs très épais de 60 cm à 1 mètre. L'intérieur était le plus souvent constitué d'une grande pièce avec relativement peu de séparation, mais les espaces étaient bien définis. Par exemple, à côté de la porte se trouvait le lit du père de famille pour qu'il puisse intervenir en cas d'intrusion nocturne. Les lits des enfants et des grands-parents étaient quant à eux placés à d'autres endroits bien définis. Au cours de la vie, on changeait donc de lit en fonction de son âge. À l'extérieur, il y avait un banc en pierre d'ardoise accolé au mur de la maison qui permettait de se reposer, mais aussi par exemple à un jeune homme de jouer de la flûte pour la jeune fille qui résidait là et à qui il souhaitait exprimer ses sentiments amoureux. Lorsqu'une nouvelle famille était fondée, une nouvelle maison était construite avec des pierres d'ardoise et aussi avec l'arbre cultivé, entre guillemets, par un homme pour son futur petit-fils, puisqu'il fallait bien au moins 40 ans pour que le tronc soit suffisamment grand. D'où cette pratique, dont nous avons parlé la dernière fois, de cultiver un arbre dans la forêt pour la future maison de ses petits-enfants. Il y avait 3 cérémonies avant d'emménager dans la nouvelle maison. La première, au moment de choisir l'endroit où on allait la construire. On aspergeait la terre avec de l'alcool de millet en utilisant son majeur, c'est-à-dire le doigt le plus long, donc le plus proche du ciel. La famille demandait aux ancêtres de la protéger et de continuer à la nourrir. La deuxième cérémonie intervenait alors que la construction n'était pas encore terminée. Lorsque l'on plaçait les 3 colonnes aux ancêtres dans la maison, on sacrifiait un jeune cochon pour asperger ces colonnes et le linteau qui surplombait la porte avec ce sang. Ce geste permettait d'inviter les ancêtres. C'était la cérémonie la plus importante. Enfin, la 3e cérémonie intervenait lorsque la maison était terminée et que l'on allumait pour la première fois le foyer à l'intérieur. C'est un peu comme si l'on allumait l'esprit du feu dans la maison, la vie pouvait alors y prendre place. Pour cette cérémonie, la famille invitait les proches et donnait un nom à la maison. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit focus sur l'architecture vernaculaire, un terme que j'ai déjà employé dans les précédentes émissions, sans avoir eu le temps de l'expliquer. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle le bâti vernaculaire ? Pour faire simple, c'est une manière de construire propre à une région, à un terroir et à ses habitants,
influencé par le contexte local, culturel et environnemental. C'est un habitat adapté aux ressources et aux contraintes locales. Bien sûr, on pense aux maisons traditionnelles, mais il y a aujourd'hui toute une réflexion sur le nouveau vernaculaire, comme vous pouvez le voir dans la conférence de Dominique Gauzin-Muller, dont j'ai mis le lien sur le site de cette émission. La nouvelle architecture vernaculaire, telle qu'elle l'entend, ce sont des bâtiments frugaux, construits avec des matériaux naturels qu'on trouve à proximité et peu transformés, des bâtiments qui valorisent les cultures constructives locales, qui respectent les principes bioclimatiques, la biodiversité, les sols et les habitants. En ce qui concerne les maisons en pierre d'ardoise à Taïwan, on voit bien en quoi il s'agit d'architecture vernaculaire, puisque les matériaux sont abondants dans les environs et que la manière de construire reflète aussi la culture, ou plutôt devrais-je dire les cultures, car les différentes ethnies autochtones qui construisaient avec ce matériau à Taïwan ne le faisaient pas toutes de la même manière. Chaque groupe avait des particularités qui permettaient de se démarquer des autres. Un aspect qui me frappe dans l'architecture vernaculaire, c'est que l'on dirait parfois que la nature fait bien les choses, parce qu'il s'avère que les matériaux de construction qui sont présents dans une région ont le plus souvent des propriétés tout à fait adaptées au confort thermique des habitants dans le climat local. Ou bien est-ce que ce serait dû à la manière de construire, à l'expérience des bâtisseurs eux-mêmes, accumulée sur plusieurs générations? Il y a peut-être un peu de ça aussi. En tout cas, pour Sakuliu Pawawarong, qui a construit et vécu dans des maisons en pierre d'ardoise, il trouve qu'elles sont très confortables. Grâce aux matériaux que nous utilisions, ces maisons étaient en quelque sorte à énergie verte. On disait que nos maisons pouvaient respirer. Elles étaient chaudes en hiver et fraîches en été. On n'avait pas besoin d'air conditionné. Le jour, les pierres emmagasinaient la chaleur et elles la restituaient petit à petit le soir lorsque la température baissait. Ce dont parle Sakuliu, c'est ce qu'on appelle l'inertie, dans un langage un peu plus technique. La pierre, en tant que matériau de construction, présente en effet divers avantages, notamment l'inertie thermique, c'est-à-dire une capacité de déphasage. Quand il fait chaud, donc pendant la journée, les pierres absorbent la chaleur, mais ne la restituent pas tout de suite. Il fait donc encore frais à l'intérieur de la maison. Les pierres restituent cette chaleur emmagasinée avec un certain décalage, donc plutôt le soir quand il commence à faire frais. Car dans la montagne, il y a une plus grande différence de température entre le jour et la nuit que dans la plaine. Donc cette propriété d'inertie thermique de la pierre est très adaptée au climat local. Comme vous l'avez appris dans la première émission, un foyer se trouvait à l'intérieur des maisons pour faire la cuisine. La fumée pouvait s'échapper par une petite lucarne dans le toit et même par les interstices entre les pierres et la toiture. En hiver, le feu était une source de chaleur. La fumée était un moyen de protéger le bois et la toiture contre l'humidité et les insectes. Si une maison n'est pas habitée pendant longtemps, elle s'abîme surtout parce qu'il n'y a plus personne pour y allumer un feu. Si elles sont habitées, en revanche, ces maisons sont faites pour durer très longtemps, bien plus longtemps qu'un bâtiment en béton. Par ailleurs, la lucarne dans le toit avait aussi une autre fonction en plus de celle d'évacuer la fumée. Selon l'angle de pénétration de la lumière et sa position sur le sol dans la maison, on pouvait avoir une idée de l'heure de la journée et cela servait de repère par rapport aux saisons. C'était très pratique. Sur le faîte du toit était disposée une rangée de pierres arrondies, foncées ou claires, en fonction du statut de la famille. De loin, ces pierres peuvent paraître en équilibre fragile, prêtes à tomber. Mais en réalité, elles étaient fixées avec du bambou et permettaient de bien stabiliser la toiture. À propos des toitures, justement, Sakuliu m'a aussi raconté que la perspective des toits au fil des ruelles sur les flancs de la montagne faisait penser aux écailles d'un grand serpent qui se déploie dans le village, le serpent que l'on appelle en langue paiwan Wulong, ce qui signifie aussi ancien ou vénérable. En chinois, ce serpent est appelé Bai Pu She, ou le serpent aux 100 pas, parce qu'il est très dangereux et en général, après une morsure de ce serpent, on ne pouvait guère marcher plus d'une centaine de pas avant de s'effondrer. Ce serpent est souvent représenté dans les sculptures paiwan et joue un rôle très important dans l'un des mythes fondateurs de cette ethnie. Selon ce mythe, ce serpent a protégé des œufs déposés par le soleil dans une poterie, les œufs dont sont nés les premiers chefs paiwan. C'est d'ailleurs pour cela que l'appellation des chefs de village en langue paiwan est « fils du soleil ». Dans
Dans le village natal de Sakuliu, Davalan, la maison en pierre d'ardoise de l'ancien chef est toujours debout. Sakuliu raconte que la maison du Fils du Soleil était en général construite avec l'aide de tous les habitants et en utilisant les meilleurs matériaux. Elle comprend certaines spécificités, par exemple les panneaux et linteaux sculptés qui racontent l'histoire du village et les victoires du chef. En face de cette maison, il y a une grande pierre d'ardoise dressée vers le ciel qui symbolise le cordon ombilical entre le ciel et la terre que Sakuliu compare à celui qui relie la mère et son bébé. Au moment de la fête de la moisson, c'est sur cette place que les villageois discutaient de sujets importants et exécutaient certains rituels parce que ce lieu était relié au ciel. Il y avait aussi un grand arbre, un banyan, qui, en plus de procurer de l'ombre, représentait le lien avec les ancêtres. La maison originelle, le lieu de fondation du village il y a environ 300 ans, se trouvait tout près de la maison du chef, mais elle n'existe plus aujourd'hui. À côté de cette maison originelle se trouvait le lieu de stockage commun du village. De nombreux villageois apportaient au Fils du Soleil des présents et de la nourriture à partager. Il fallait donc avoir un lieu pour stocker tout ça, et la famille du chef distribuait cette nourriture aux villageois qui en avaient le plus besoin. Derrière la maison du chef se trouvait un espace sacré où les enfants n'avaient pas le droit de se rendre. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même si ce lieu n'est plus utilisé, personne n'a osé y construire de maison. C'est là où se trouvait le balancier de l'univers, qui permettait d'organiser une cérémonie, notamment au moment de la fête de la moisson. Suspendue dans les airs, la personne qui se balançait pouvait communiquer entre le monde terrestre et céleste. Ce rituel est central dans la culture Paiwan. Ce serait trop long d'entrer dans les détails ici, mais vous pouvez l'observer dans une vidéo dont j'ai mis le lien sur le site internet. Sur ce, je vous laisse explorer ces liens très riches, regarder les photos et poursuivre votre écoute radiophonique en compagnie des programmes de Radio Taïwan International. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la 4e partie de ce reportage. Nous évoquerons notamment la question des tremblements de terre, des typhons et du système d'évacuation des eaux du village. C'était Sasa pour RTI, à mardi prochain pour un nouvel épisode des Joies de l'éco-construction.